Le Burkina Faso construit le plus long canal d'irrigation d'Afrique, et il le fait sans aide étrangère, sans supervision occidentale et en un temps record. Pas de prêts, pas de consultants, juste du béton, de l'eau et une volonté nationale. Mais pourquoi cela se passe-t-il maintenant? Pourquoi l'eau est-elle soudainement au centre de la lutte du Burkina Faso pour l'indépendance? Et comment un barrage a-t-il enflammé ce que certains appellent le projet d'infrastructure le plus défiant du continent? Découvrons-le. Dans une région hantée par les sécheresses, les insurgés et l'isolement diplomatique, le capitaine Ibrahim Traoré a fait quelque chose que personne n'attendait, il a déclaré la guerre. Mais cette guerre n'a pas été annoncée avec des fusils ou des chars, elle a été déclarée avec de l'eau. Pendant des décennies, la plus grande faiblesse du Burkina Faso n'était pas son armée, mais son sol. La terre, riche en potentiel, avait été abandonnée par les pluies et ignorée par ceux au pouvoir. Des villages entiers se sont effondrés dans la pauvreté, non pas parce qu'ils manquaient de force ou de compétences, mais parce qu'ils manquaient de quelque chose de plus élémentaire, l'accès à une eau fiable toute l'année. Et quand une nation ne peut pas se nourrir, peu importe à quel point sa constitution semble souveraine, elle est toujours en laisse. Traoré a vu le champ de bataille différemment. Il a réalisé que la vraie arme n'était pas la puissance de feu, mais le contrôle hydrologique. Si vous pouvez contrôler l'eau, vous contrôlez la vie. Et si vous pouvez cultiver votre nourriture, vous contrôlez votre destin. Il a compris quelque chose que les gouvernements coloniaux et post-coloniaux ont ignoré pendant des décennies. La véritable voie vers l'indépendance passe par les tranchées d'irrigation, pas par les tables de conférence. Le timing n'était pas aléatoire. Les chocs climatiques à travers le Sahel s'intensifiaient, poussant des pays comme le Burkina Faso au bord de la famine chaque année. Mais au lieu de se démener pour une aide d'urgence comme avant, Traoré a choisi de briser le cycle. Il a décidé de construire, pas de réagir. Plus il attendait, plus son peuple dépendrait de l'aide alimentaire et plus les puissances étrangères pourraient avoir de leviers politiques sur eux. Et c'est la partie que le monde extérieur n'a pas vu venir. En se concentrant sur l'eau, Traoré n'a pas seulement lancé un projet agricole, il a lancé une stratégie de résistance, une où le Burkina Faso ne se mettra plus jamais à genoux pour des expéditions de céréales ou ne fera plus appel à des prêts alimentaires, une où l'eau ne sera plus dictée par les nuages, mais par des canaux. Ce n'était pas seulement une question de résolution d'un problème agricole, mais de démantèlement d'un système qui rendait la faim profitable pour les puissances extérieures. Alors, pourquoi l'eau? Parce que l'eau est le grand égalisateur. Elle ne se soucie pas de votre score de crédit, de votre classement de PIB ou de votre dette auprès du FMI. Une fois que vous la contrôlez, une fois que vous gérez son flux avec précision, vous pouvez transformer les déserts en greniers et les villages en moteurs économiques. Mais l'eau seule ne bouge pas, elle a besoin d'un chemin, d'un vaisseau pour la transporter à travers les terres oubliées. C'est là que commence la prochaine phase de la révolution. Traoré ne voulait pas seulement sécuriser l'eau, il voulait la diriger, la multiplier et l'armer au service du peuple. Ainsi, lorsque les premiers flux ont jailli du bassin de Goulouret, il ne se dirigeait pas vers des méga-fermes commerciales ou des marchés d'exportation étrangers, mais vers un endroit spécifique, une terre longtemps considérée comme maudite par la sécheresse, oubliée par les investisseurs et négligée par les planificateurs, un endroit que Traoré a choisi non pour sa commodité, mais pour son symbolisme, les plaines de Bama. La terre même qui se fissurait autrefois de soif était maintenant choisie comme ligne de front de la résurrection du Burkina Faso. Parce que si Traoré pouvait faire fleurir Bama, s'il pouvait construire une artère d'irrigation à travers ce terrain brisé, alors rien ne semblerait impossible, ni la sécurité alimentaire, ni la renaissance économique, ni même la souveraineté agricole panafricaine. La stratégie était claire, utiliser l'eau pour briser les chaînes, utiliser l'irrigation pour enterrer la dépendance et commencer la transformation de la manière la plus défiante possible, en transformant les terres les plus sèches en la preuve la plus verte de l'autosuffisance. Maintenant que la guerre avait commencé, la question n'était plus de savoir si l'eau pouvait changer la donne, mais à quelle vitesse nous pouvions la faire couler. Et c'est exactement ce qui nous amène au prochain champ de bataille, le canal de Bama, le point d'exécution, le terrain d'épreuve, l'endroit où la théorie rencontre la tranchée, où les rêves s'assèchent ou coulent. Le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas pointé les plaines de Bama sur une carte parce que c'était facile, il les a choisies parce que c'était difficile. Pendant des années, Bama a été à la fois un joyau agricole oublié et une étendue de terre maudite, riche en sol, pauvre en eau et abandonnée par chaque administration précédente qui promettait le développement mais livrait la sécheresse. Elle était devenue un symbole de ce que le Burkina Faso pourrait être s'il pouvait se libérer de la cruauté de la nature et de la négligence des dirigeants. Ainsi, lorsque le barrage de Goulouret a été terminé et que l'eau a enfin été domptée, Traoré n'a pas hésité. Il a dirigé la première vague vers Bama, non pas parce que c'était l'endroit le plus pratique, mais parce que c'était le plus significatif. S'il pouvait faire fleurir Bama, il pouvait prouver que même les coins les plus abandonnés de l'Afrique pouvaient se relever avec la bonne vision et la bonne volonté.
C'est ainsi que le canal de Bama est né, non pas comme un rêve irréalisable, mais comme un acte délibéré de défiance gravé dans la terre, s'étendant à travers la fertile province de Houai. Le canal trace maintenant son chemin à travers 1260 hectares de rizières et 70 hectares de parcelles de légumes, un patchwork de potentiel qui n'est plus théorique. Mais ce n'est que le début. Plus de 200 hectares de terres agricoles supplémentaires sont déjà en préparation, attendant les mâchoires d'acier des machines et les mains calleuses des travailleurs pour les rendre productives. Ce qui rend ce canal révolutionnaire, ce n'est pas seulement l'eau qu'il apporte, mais la manière dont il est construit. Pas d'entrepreneurs étrangers, pas de consultants importés surpayés, pas d'ingénieurs en gants blancs venus pour des cérémonies de coupure de ruban. Le canal de Bama est construit par le Burkina Faso pour le Burkina Faso. Les machines sont locales, la sueur est locale, l'urgence est férocement locale. Le président Traoré n'a pas seulement annoncé le projet, il l'a mis sur un compte à rebours, 8 mois. C'était la directive, pas 10 ans comme la plupart des projets financés par l'aide qui stagnent dans une bureaucratie sans fin, pas bientôt, 8 mois. Parce que la vraie fin n'attend pas et la souveraineté non plus. Pour respecter ce délai, le projet est devenu une tempête contrôlée de coordination. Les malaxeurs à béton rugissent avant le lever du soleil et les travailleurs restent tard dans la nuit sous les projecteurs. Les chaînes d'approvisionnement ont été resserrées, la surveillance a été militarisée et chaque retard est traité comme une insulte nationale. Ce n'est pas seulement de la construction, c'est une opération d'urgence pour l'indépendance. Mais au-delà du merveilleux ingénierie, il y a quelque chose d'encore plus puissant, ce que ce canal représente pour le peuple. Pour les agriculteurs de Bama, ce n'est plus une histoire de survie, mais une histoire de rédemption. Beaucoup avaient vu leurs parents abandonner ces champs lorsque les pluies sont devenues erratiques et que la famine est devenue profitable pour les intermédiaires. Maintenant, ces mêmes familles reviennent, non pas pour mendier de l'aide, mais pour récupérer ce qui leur appartenait. L'eau est revenue, mais la dignité aussi. Et le canal n'est pas seulement une tranchée dans le sol, c'est une artère technologique équipée de pompes solaires, de vannes de régulation de pression et bientôt de moniteurs de débit intelligents pour garantir qu'aucune goutte n'est gaspillée. Contrairement aux modèles d'irrigation obsolètes et fuitants du passé, le canal de Bama est en train d'être rendu à l'épreuve du futur, une fusion de résilience ancestrale et de design moderne. Des entrepôts de stockage se dressent le long de ses rives, de nouvelles routes sont pavées pour connecter les fermes au marché, des hubs de distribution d'eau sont placés là où ils sont le plus nécessaires, et chaque partie de ces transformations est conçue pour être possédée et exploitée par les locaux, pas gérée depuis des tours de verre dans les capitales ou les ambassades étrangères. Pourtant, les ambitions de Traoré ne s'arrêtent pas à Bama. Ce canal n'est que le premier test. S'il réussit, et les premiers signes indiquent qu'il le fera, il devient un modèle reproductible, une déclaration que ce qui se passe ici n'est pas un coup de chance, mais une preuve de concept qui peut se répandre au nord, à l'est et au-delà des frontières du Burkina Faso. Mais le succès du canal n'est pas garanti par l'eau seule. Pour que ce système fonctionne, il a besoin de quelque chose de encore plus vital, des personnes. Des personnes pour cultiver, commercer, construire et soutenir la transformation au-delà de son inauguration. Et cela nous amène à la prochaine frontière de cette révolution. Comment ce seul canal réorganise l'économie nationale de bas en haut? Alors que l'eau coule à travers le canal de Bama, elle ne se contente pas d'irriguer le sol, elle libère le potentiel de toute une nation. Le canal a été construit dans l'urgence, mais ce qu'il déchaîne est une révolution à long terme, non pas en béton, mais en calories, en contrôle et en confiance. C'est là que la transformation du Burkina Faso prend son tournant le plus marqué, passant de l'infrastructure à l'insurrection contre la faim. Car quel est l'intérêt de construire des canaux si votre peuple meurt encore de faim? Le président Ibrahim Traoré savait que cela n'a jamais été simplement une question de faire passer l'eau du point A au point B. Il s'agissait de transformer le Burkina Faso d'un pays important sa survie en un pays exportant la stabilité. L'objectif ultime n'a jamais été le canal, mais ce qui pousserait à côté et ce que cette croissance libérerait la nation de faire. Pendant des années, le système alimentaire du Burkina Faso a été pris en otage. L'aide alimentaire et les accords d'importation rendaient le pays vulnérable aux chocs de prix mondiaux, aux manipulations politiques et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Il ne contrôlait pas chaque inondation en Inde, chaque guerre en Europe, chaque embargo à l'exportation en Asie du Sud-Est, qui se traduisait par la faim en Afrique de l'Ouest. Les champs de Bobo Dioulasso ne pouvaient pas nourrir la nation, non pas parce qu'ils étaient infertiles, mais parce qu'ils étaient abandonnés. Mais maintenant, ces champs reviennent, et avec eux le pouvoir. Avec le canal de Bama en place, le Burkina Faso est sur la voie de produire 50 000 tonnes supplémentaires de nourriture annuellement, un chiffre impressionnant pour un pays qui dépendait autrefois du riz, du blé et des légumes importés pour combler l'écart entre la survie et la famine. Ce ne sont pas des chiffres hypothétiques, mais des projections basées sur de vraies enquêtes de terrain, des modèles de rendement et des cycles de plantation déjà en cours. Mais le changement le plus radical n'est pas en tonnes,
mais en contrôle. La souveraineté alimentaire signifie que vous décidez ce que votre peuple mange, quand, comment et à quel coût. Cela signifie plus de soumission aux exportateurs étrangers, plus de panique lorsque les voies de navigation sont bloquées, plus d'acceptation des expéditions de céréales d'urgence qui arrivent trop tard et à triple prix. Cela signifie fixer vos prix, cultiver ce dont votre culture a besoin et rejeter la nourriture qui vient avec des conditions. Cela a conduit à un changement de politique discret au sein de l'administration de Traoré, transformant l'agriculture d'une activité de subsistance en un pilier de la sécurité nationale. Les ministères, autrefois obsédés par la stratégie militaire, analysent maintenant les cycles de récolte. Les économistes modélisent les exportations alimentaires comme partie intégrante des objectifs de PIB du pays, et l'agriculture n'est plus vue comme une nécessité rurale, mais comme un instrument de libération de l'État. Cette stratégie redistribue également fondamentalement le pouvoir à travers le pays. Avec l'irrigation garantie, les agriculteurs peuvent enfin planifier et non deviner. Ils investissent dans des secondes récoltes, font la rotation des cultures et s'associent avec des banques de semences locales pour élargir les variétés. Les petites coopératives gagnent en force, les groupes de femmes agricultrices, autrefois relégués à la plantation en saison sèche à faible rendement, ont maintenant accès à des champs fertiles et à une eau fiable, un changement qui redéfinit déjà les rôles de genre dans l'agriculture. De plus, les marchés locaux réagissent. La disponibilité de produits toute l'année aide à réduire l'inflation alimentaire. Avec chaque kilogramme de riz local vendu, le Burkina Faso fait un pas de plus vers l'indépendance. Et à mesure que les prix se stabilisent, les familles dépensent moins en nourriture et plus en éducation, santé et petites entreprises, libérant un effet d'entraînement bien au-delà de l'agriculture. Encore plus révolutionnaire est la décision de Traoré d'intégrer la technologie dans la production alimentaire. Les champs bordant le canal de Bama sont maintenant des sites pilotes pour l'irrigation assistée par IA, les systèmes de surveillance des sols et les capteurs de santé des cultures, des outils autrefois réservés aux fermes milliardaires de l'Ouest, maintenant intégrés dans la nouvelle économie rurale du Burkina Faso. Avec chaque lecture numérique et chaque pompe guidée par précision, la production alimentaire devient plus efficace et la dépendance moins défendable. Mais voici où cela devient vraiment stratégique. En produisant plus et en dépendant moins, le Burkina Faso redéfinit également sa position diplomatique. Les nations riches en nourriture sont des nations influentes. Les pays qui contrôlent leur alimentation ne peuvent pas être soumis à des chantages céréaliers. Ils négocient sur un pied d'égalité. Et alors que le Burkina Faso commence à approvisionner ses voisins dans le besoin, surtout pendant les chocs climatiques, il construit un pouvoir doux qui ne peut être acheté ni emprunté. Ce n'est pas de la charité, c'est de la diplomatie avec des oignons et du riz au lieu de chars et de traités. Le canal a peut-être commencé comme une tranchée à Bama, mais ce qui en découle est du capital politique, une isolation économique et une chance pour une véritable indépendance. Pourtant, malgré les gains en production alimentaire et en liberté politique, une transformation plus profonde se produit. Une transformation qui ne se mesure pas en tonnes ou en PIB, mais qui se produit sur les visages des personnes qui se réveillent désormais non pas dans l'incertitude, mais sur un chantier, un commerce, un avenir. Parce que le prochain chapitre de cette histoire ne concerne pas la nourriture, mais les personnes qui construisent cette nouvelle nation de leurs propres mains et comment ce canal réorganise l'économie de bas en haut. La souveraineté alimentaire peut remplir un estomac, mais la dignité remplit une vie. Alors que le Burkina Faso commence à se nourrir grâce à sa vaste transformation d'irrigation, une autre révolution, plus discrète, prend forme. Une révolution qui ne peut être mesurée en rendement agricole ou en tonnes de céréales, mais qui est la montée d'une main-d'œuvre locale, réveillant non seulement la terre, mais l'âme même d'une nation longtemps mise à l'écart dans son propre récit de développement. Au cœur de cette révolution se trouve une philosophie que le président Ibrahim Traoré a rendue sans équivoque. Les Burkinabés construiront le Burkina Faso, pas les consultants, pas les ingénieurs étrangers, pas les main-d'œuvre importées ou les accords clés en main signés dans des capitales lointaines. Les habitants de ce pays, longtemps réduits à des bénéficiaires, sont enfin recastés en tant que bâtisseurs, opérateurs et propriétaires de l'avenir de la nation. Et nul par cela n'est plus clair qu'autour des machines rugissantes, des échafaudages et des champs tachés de ciment entourant le canal de Bama. Alors que les observateurs internationaux s'émerveillent de l'ambition du projet, ce qui passe largement inaperçu est l'intensité de la participation locale. Plus de 2000 emplois directs ont déjà été créés, chacun représentant un salaire, un ensemble de compétences et une histoire d'agence restaurée. Des soudeurs façonnant des portes d'irrigation aux ingénieurs civils calculant les gradients de pente des canaux, des maçons empilant des digues en pierre aux techniciens installant des pompes solaires, chaque tâche est accomplie par des mains burkinabais. Ce n'est pas seulement un chantier, c'est un incubateur pour une renaissance de la main-d'œuvre nationale. Et cela n'était pas inévitable. Dans la plupart des grands projets d'infrastructures africains, en particulier ceux impliquant des barrages ou des canaux, le manuel standard consiste à externaliser,
soit à de grands entrepreneurs étrangers, soit à des partenariats publics-privés soutenus par des organisations d'aide. Les locaux sont souvent embauchés uniquement pour des rôles subalternes, les compétences clés étant exportées et les profits extraits. Traoré a déchiré ce manuel. Au lieu de cela, son administration a établi une chaîne d'approvisionnement localisée de bas en haut. Les matériaux sont sourcés auprès de fournisseurs régionaux, les outils sont fabriqués ou réparés dans le pays, même la logistique, souvent monopolisée par des firmes internationales, a été confiée à des entreprises burkinabais. Ainsi, l'empreinte économique de ce canal s'étend bien au-delà de la zone d'irrigation. Il s'écoule dans les ateliers d'acier, les usines de ciment, les flottes de transport, les coopératives rurales et les réseaux de microfinance. Un canal, oui, mais aussi un système circulatoire national de travail et de revenus. Et au-delà des chiffres, il y a quelque chose de bien moins quantifiable mais bien plus puissant, la fierté. Parlez à un soudeur de 23 ans sur le site de Bama et il ne vous parlera pas de PIB ou de modèle hydrologique. Il vous parlera de la façon dont il mendiait autrefois des emplois dans la capitale, de la façon dont sa famille a tout perdu pendant les années de sécheresse. Maintenant, il gagne assez pour envoyer de l'argent chez lui. Il ne gagne pas seulement un salaire, il restaure la confiance en son pays. Il est devenu, au sens le plus vrai, un bâtisseur de nations. Pour beaucoup, ce projet est la première fois qu'ils voient l'investissement du gouvernement les atteindre sans intermédiaire, sans bureaucratie et sans que la corruption ne l'engloutisse tout entier. Et cela compte. Car lorsqu'un État livre non seulement des promesses, mais aussi des salaires, lorsqu'il remplace la charité par l'emploi, il gagne quelque chose de plus durable que des taux d'approbation. Il gagne la loyauté. Cette loyauté, cependant, n'est pas aveugle. Elle est basée sur la livraison, et Traoré le sait. C'est pourquoi le délai de réalisation de 8 mois n'était pas seulement du bluff politique. C'était une déclaration de croyance en la vitesse, la discipline et la capacité de son peuple. C'était un test. Et jusqu'à présent, la main-d'œuvre se lève pour le relever. Même le paysage de la formation change. Des centres de formation professionnelle ont émergé près du site du canal, offrant des cours intensifs en maintenance de canaux, technologie d'irrigation solaire, hydraulique et logistique agroalimentaire. Ce ne sont pas seulement des emplois de construction temporaire, ce sont des parcours de compétences à long terme, transformant une génération de jeunes inactifs en techniciens professionnels et entrepreneurs agricoles. Et alors que de plus en plus d'emplois sont créés, la migration rurale vers les zones urbaines ralentit. Les jeunes qui fuyaient autrefois vers les villes surpeuplées ou les passages frontaliers risqués à la recherche d'opportunités restent maintenant, non pas parce qu'ils n'ont pas le choix, mais parce qu'ils voient un avenir grandir juste sous leurs pieds, un avenir qui ne se contente pas de regarder, mais qu'ils construisent.